Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 28 septembre 2020. Mon nom est Jean-François Morancy et je serai avec vous donc pour les 30 prochaines minutes, comme c'est le cas quotidiennement, du lundi au vendredi sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube ou encore sur la plateforme Twitter Periscope. Je vous invite à tout moment à participer à l'émission en cours si vous l'écoutez pour la première fois en direct et l'émission sera rendue disponible également en lien audio tout juste après l'émission. Donc, ce soir, on troque un peu la froque de BBN Media, du podcast BBN, pour celle de la culture soccer d'ici, la culture soccer de chez nous. Je pense que l'optique n'a jamais été aussi belle pour un jeune qui rêve de devenir un sportif professionnel de haut niveau à la planète soccer. Donc, le timing, comme on dit, il semble parfait présentement, mais la question que je me pose sincèrement aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait le travail à ce niveau-là? Et est-ce que les avenues qui sont proposées à nos jeunes pour devenir joueurs professionnels sont les bonnes? Il y a comme une différence marquée et marquante présentement en ce qu'on observe dans la réalité du sport au Québec, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui fréquentent les clubs de soccer, qui rêvent de devenir le prochain Lionel Messi, le prochain Cristiano Ronaldo. Très peu d'entre eux réussiront et c'est ça pour l'ensemble du sport professionnel. Que vous soyez au soccer, au football, que vous soyez amateur de basket, de hockey. Mais on observe quand même une certaine coupure présentement au niveau du soccer où il y a très peu d'introduction de joueurs d'ici, de joueurs québécois et canadiens au sein des clubs professionnels versus les gens qui composent le bassin d'athlètes qui sont disponibles. Donc, très peu de joueurs, si je vous fais une comparaison avec le hockey, très peu de joueurs peuvent rêver atteindre le plus haut sommet, soit la Ligue nationale de hockey. Mais malgré tout, on en voit quand même plusieurs issus de la LHJMQ qui, chaque année, donc, iront à tout le moins là auront une invitation, une signature, peut-être un contrat à 2 volets avec une formation professionnelle. Mais au soccer, on le voit tranquillement, pas vite, ça s'en vient. On a, par exemple, Alphonso Davies avec le Bayern qui fait très bien. On a Jonathan David avec Lille qui vient de signer, qui a joué son premier match officiel cette semaine. Mathieu qui est avec nous chaque soir. Le tirage de la Gold Cup est en direct. Suis-nous les infos, Mathieu. Je vais transmettre ça à notre auditoire en cours de soirée. Donc, est-ce que la structure de soccer permet à un jeune de rêver à jouer pro, à gagner sa vie avec le ballon rond? C'est un peu ce que je veux qu'on discute aujourd'hui. Et je vais partir avec ça. Le rôle est à qui de vendre la culture foot au Québec? Parce que, on se le cachera pas, là, les jeunes qui se font des vedettes, se font des rêves dans leur tête de jeunes hommes, de jeunes femmes en devenir et rêvent de devenir un athlète professionnel. Ils ont des modèles, ils auront des gens qui suivent, mais on a peut-être un fossé générationnel, où la culture de soccer n'était pas implantée. La culture foot n'était pas implantée avec peut-être là les dernières générations. Il y a un vent de changement qui s'en vient. On est en train d'instaurer cette culture-là, mais c'est le rôle à qui
de vendre cette culture soccer-là? Est-ce qu'elle arrive toute seule? Est-ce qu'elle arrive par l'offre qu'on a à la télé, la couverture médiatique qu'on a dans les journaux, dans les stations de radio? Est-ce qu'elle arrive par des ambassadeurs comme par exemple un Samuel Piette, un Alphonso Davies, un Jonathan David? C'est tout ça mis en place, fait ensemble un tout, une certaine poutine où il y a un lien qui fait en sorte que on réussit à vendre cette culture foot-là qui n'est pas encore, soit dit en passant, gagnée au Québec. Donc, la pratique du soccer va bien. Elle est encore beaucoup récréative. Elle s'en vient de plus en plus poussée. Je pense qu'on s'en vient avec des beaux projets pour l'avenir et pour le développement du soccer. Clairement, visiblement, avec l'Europe, il y a un décalage, on se le cachera pas, mais on est en train lentement mais sûrement de rattraper et de s'en aller dans cette direction-là. Et tout ça va faire en sorte que cette culture soccer-là, elle va s'implanter au travers de tout ça. Et au travers de tout ça, il y a également le rôle de l'Impact de Montréal. Faut pas se le cacher. L'Impact qui est l'équipe qui offre le plus haut taux, le plus haut niveau de performance, si on veut, en sol québécois présentement. Donc, respectivement, on a la PLSQ, ensuite vient la CPL et finalement, au sommet de cette pyramide professionnelle, se retrouve bien sûr le soccer de la MLS et de l'Impact de Montréal. Donc, l'Impact a un rôle à jouer qui doit être appelé à grandir, selon moi, qui doit être appelé à être beaucoup plus fort au cours des prochaines années pour faciliter, un rôle de facilitateur, je veux le dire comme ça, pour faciliter l'implantation de cette culture foot au Québec, par la présence de ces académies, par la présence également d'événements où les joueurs seront rendus disponibles, où le coaching staff va donner le goût aux jeunes de s'intéresser à cette formation-là. Je pense que Thierry Henry, présentement, a un certain pouvoir d'attraction sur l'organisation. Je pense que Patrice Bernier a longtemps été le cœur de l'Impact de Montréal et présentement, on le ressent alors qu'il est en haut. Samuel Piette, qui a été quelques reprises titularisé comme étant capitaine de cette équipe-là. Je pense qu'il est un gars de cœur également. Mathieu, sur notre plateforme YouTube, il va d'un commentaire en nous disant « Soccer Québec plus l'Impact de Montréal ». Je pense que le mélange des deux doit effectivement mettre en place un modèle, une façon de faire qui soit favorable à l'éclosion de certains talents. On doit avoir également des ambassadeurs. Les ambassadeurs, ils sont importants. Donc, il faut maintenir un lien étroit, selon moi, avec les gens qui sont en place ou qui ont déjà été là et qui ont occupé un poste, un siège, une place, une position sur le terrain qui fait en sorte qu'ils amènent au débat, à la construction, à l'érection du projet une certaine notoriété et également une certaine crédibilité. Donc, on en a au Québec des ambassadeurs et je pense que Patrice Bernier peut être un bel ambassadeur pour l'implantation de la culture soccer au Québec. Samuel Piette peut être un ambassadeur. Et même s'ils ne sont que de passage, des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'Impact deviennent, sans nécessairement le vouloir, également des ambassadeurs de ce mouvement-là. On pense à Marco Di Vaio, on pense à Didier Drogba. Je pense également à Ignacio Piatti, qui, à leur façon, ont été donc des vecteurs de ce changement-là qui s'instaure présentement. Donc, il y a une structure qui est établie. Et quand je vous disais que
on s'en va dans le bon sens. On va juste regarder présentement la réalité du soccer au Québec. Je vais essayer de le vulgariser pour ceux et celles qui vont écouter le podcast en audio, mais je vous dirais que au Québec, le développement du soccer passe par 6 grandes organisations, soit Soccer Québec, soit les clubs, les ARS, Soccer Québec, donc la Fédé québécoise, le cheminement professionnel, donc via l'Impact, et Canada Soccer, tout au sommet de cette pyramide-là, qui offre des possibilités accrues. On peut penser justement à Alphonso Davies, qui a passé par un peu le parcours là de Canada Soccer en étant, entre autres, sur l'équipe canadienne. Jonathan David l'a fait également. Bref, c'est une structure qui est assez importante quand on regarde cette pyramide-là. Donc, à la base de cette pyramide-là, il y a votre club de soccer. Peu importe l'endroit où vous demeurez, votre jeune peut évoluer, U12, U13, U14, U15, U16, où tu peux évoluer. On sait que les auditeurs sont pas nécessairement tous les parents de joueurs, mais il y a des joueurs qui suivent le podcast de près. Alors, tu as la chance d'évoluer et dans vos clubs respectifs, vous savez comment ça marche. Il y a le soccer A, le soccer 2A, le soccer 3A, qui longtemps a été un peu sous une formule de promotion-relégation à laquelle on va mettre fin avec le programme de reconnaissance des clubs. Il y a ensuite de ça les ARS, entre autres avec le programme sport-études, que plusieurs d'entre vous connaissent. Si vous êtes des étudiants qui évoluent dans ce programme-là, parcours donc secondaire, ou encore vous êtes parent et votre jeune a évolué dans un programme sport-études, c'est également une belle planche de salut. On a via Soccer Québec, donc l'équipe du Québec, on a les Jeux du Canada, les Jeux de la francophonie et le CNHP qui est entre U15 U17 qui représente le Centre national de haute performance, donc un centre où peuvent se développer énormément des joueurs qui ont été identifiés comme étant à fort potentiel. Pour ce qui est de l'Académie de l'Impact, il y a un petit peu ici, mon diagramme n'était pas à jour, là. On sait que dernièrement, l'Impact de Montréal a annoncé des modifications dans sa structure. Donc, U17, U19 va disparaître au profit d'une académie U23 et ensuite, il y aura l'équipe pro. Et Soccer Canada, il y a la Coupe du monde U17, la Coupe du monde U20, les Jeux olympiques et bien sûr la Coupe du monde. Donc ici, dans la structure, on change le U19 pour le U23. Mathieu qui nous précise, il y a les Jeux Paname, les Jeux du Commonwealth également. Je vous invite, ceux et celles qui sont avec nous à l'écoute, à faire comme Mathieu et bien sûr participer au débat. Dans le passé, et je veux attirer votre attention sur le programme sport-études parce que il y a beaucoup de clubs. Si vous êtes... Et là, je veux qu'on sorte. On sort des grands centres, gang. On sort donc de Québec, on sort de Montréal. Et on regarde les réalités régionales. Donc, si je suis à Sept-Îles, si je suis à Bécomo, je suis à Rimouski, Gaspé, aller un petit peu plus loin, Saint-Georges-de-Beauce, monter au Saguenay, en Abitibi. Mon inquiétude, elle est là. Mon inquiétude est en fait que le programme sport-études prend souvent le relais des clubs et un jeune qui déciderait de ne pas poursuivre son cheminement académique pourrait voir brusquer sévèrement ou freiner sèchement son développement puisqu'il quitte une structure académique qui existe et qui est fort
fort intéressante, bien sûr, mais également fort présente dans le développement du soccer pour les jeunes. Donc, si vous avez un certain niveau de jeu, que ce soit vous, que ce soit votre jeune, vous avez la chance d'évoluer au programme sport-études. Il y a certains, bien sûr, obligations, certaines responsabilités, souvent maintenir 70% de moyenne générale. Donc, tout ça fait en sorte que cette réalité-là, elle n'est pas offerte à tout le monde. Et c'est un peu là-dessus, moi, que je veux, tu sais, qu'on regarde, parce que si le jeune a pas les notes pour entrer en sport-études, s'il a pas, ses parents n'ont pas les moyens de le pousser dans un programme sport-études, ou si tout simplement le programme sport-études n'existe pas dans sa région. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce jeune-là? Souvent, il va faire du sport parascolaire, donc soit après l'école, 2-3 petites écoles qui vont s'arranger ensemble dans leur région. Mais tout ça fait en sorte que, en bout de ligne, on est en droit de se demander combien on peut perdre de pépites qu'on n'est pas capable de développer parce qu'on perd dans cette structure-là vers le haut. Et là, il arrive, bien sûr, le programme de reconnaissance des clubs. Donc, si je regarde un peu tout ça et qu'est-ce qui se passe avec le programme de reconnaissance des clubs, c'est un programme qui se fait donc sur 4 niveaux où on va essayer de offrir aux clubs, aux formations, des normes pour un soccer de qualité. Ça, ici, là, on va être dans le programme de base, si vous voulez. Donc, si vous voulez jouer au soccer récréatif, votre club devra avoir des normes pour un soccer de qualité. Deuxième étape, il y aura la reconnaissance régionale. Donc, au sein de votre région, votre club pourra évoluer et se bâtir. Mais encore une fois, c'est en lien direct avec la qualité de la formation, qualité des formateurs, qualité des organisations, qualité des clubs. Il y a la reconnaissance provinciale au Québec, donc le soccer vraiment compétitif de haut niveau et bien sûr la reconnaissance nationale qui se situe et se situait déjà devant tout ça. Et moi, je posais la question sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait passer le secondaire 5, par exemple, si une pépite ne poursuit pas, le cheminement scolaire? C'est quoi ces options pour avancer dans le soccer s'il quitte le RSEQ? Parce que, on va s'entendre, pour moi, à mes yeux, puis vous pourrez m'arrêter là via les commentaires sur Facebook, Twitter ou encore YouTube, si je me trompe, mais pour moi, à mes yeux, le plus beau développement qu'un jeune peut avoir présentement, c'est de partir avec son club, d'aller en sport-études soccer, de faire un cheminement collégial, 3A, bien sûr, et finalement aller sur le circuit universitaire pour ensuite rejoindre PLSQ, CPL, et éventuellement MLS, l'Europe, peu importe. Mais pour moi, c'est comme les marches à franchir, elles sont là. Donc, aller dans ton club, aller en sport-études, poursuivre sur le réseau du RSEQ collégial, universitaire, se diriger vers la PLSQ, CPL et les pros. Pour moi, c'est ça. Mais s'il quitte, là, le jeune veut aller à l'école des métiers, veut pas nécessairement, c'est pas tous les jeunes qui ont des aptitudes et une attitude à poursuivre le cheminement scolaire. Organisation Soccer Placement, qui est fort possiblement là, la seule et la plus crédible organisation de placement au Québec pour vos jeunes qui sont en développement de soccer, nous répond, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de son projet personnel. Ça dépend de sa volonté à faire des sacrifices et de sa patience. Mais avant tout, on lui recommande de ne pas abandonner ses études. Donc ça, c'est sûr que c'est
le meilleur des mondes. Moi, où ce que je m'interrogeais, c'est que on a plusieurs jeunes qui, pour X facteurs, ne vont pas poursuivre dans le cheminement académique. Que ce soit pour une raison financière, une raison d'éloignement, une raison d'intérêt, de capacité. On a des jeunes qui ne seront pas tenus non plus dans un réseau scolaire à fort développement. Donc, il y a des réseaux scolaires qui offrent pas, bien sûr, le sport-études soccer. On a des réseaux scolaires qui maintiennent des jeunes qui ont une certaine attitude, qui ont une certaine rigueur et certaines notes. Donc, on a des jeunes qui peuvent être hyperactifs, un peu plus tannants, et eux, on les perd souvent dans la structure et c'est eux qui s'en vont au parascolaire. C'est eux que le réseau abandonne un peu, mais il y a sûrement d'autres choses à faire. Et je discutais également avec Samir Grib, qui est pour moi une ressource indéniable quand on parle de soccer et de développement de soccer. Lui qui fait partie de l'organisation donc du Royal Beauport, également de l'organisation du Rouge et Or de l'Université Laval. Bref, c'est de quoi qu'il parle. Il est le directeur technique donc du Royal Beauport. Et lui, ce qu'il me disait en 2 points, là, c'est jamais l'horizon du soccer au Canada n'a été aussi prometteur. Parce qu'on a le projet de reconnaissance de clubs, c'est ce que je viens de vous présenter, c'est ce que je vous parle. On a la CPL au Canada et c'est une question de temps, je vous le dis, ça s'en vient dans une fenêtre assez rapprochée, l'implantation de la CPL au Québec. Donc là, on parle d'une structure qui est presque pan-canadienne, mais la CPL au Canada, ça sera une réalité bientôt chez nous au Québec. Il y a l'organisation de la Coupe du Monde en 2026 également. Le club devient le cheminement le plus sûr pour un jeune joueur qui veut aller plus loin. Un modèle qui fait rêver, pensons à Alphonso Davies. Donc, Samir, ce qu'il me dit, c'est le chemin le plus sûr pour un jeune joueur qui veut aller plus loin, c'est le club. Donc, ce programme-là de reconnaissance des clubs fait en sorte qu'on va un peu mettre de côté le parcours scolaire. Et ce qui est très bien, parce que, comme je vous dis, il faut sortir également de la région de Québec, sortir de la région de Montréal. Mais la réalité, dans les régions un petit peu plus éloignées, c'est que le soccer, à un moment donné, à un certain niveau, ben on pousse ça dans la cour de l'école parce que on n'a pas les infrastructures qu'il faut pour jouer à longueur d'année. On va à Québec, on va à Montréal, c'est le fun. On joue au soccer 12 mois par année, été comme hiver, donc on peut... Mais la réalité, là, elle est différente à, par exemple, à Amqui, à Matane, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas chaque municipalité, chaque ville qui est en mesure d'offrir les infrastructures de qualité pour jouer du soccer 12 mois par année. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le mois de septembre prend, allez jouer à l'école, puis l'été prochain, ben on va vous reprendre et ça va nous faire plaisir de vous redévelopper. Mais la différence de elle est immense entre le soccer gymnase et le soccer gymnase, on va appeler futsal, et le soccer donc régulier. Mais de plus en plus, bon, les écoles ont des terrains synthétiques. Ça s'en vient de plus en plus partout. Ça en vient, sans dire une norme, mais la réalité fait que même à l'extérieur des grands centres, ben on en voit et ils s'en implantent de plus en plus. De plus, on vit dans un pays extraordinaire. Je poursuis sur le commentaire de Samir, où il pourrait étudier plus tard comme adulte. On appelle ça le meilleur des deux mondes, jouer au soccer tout en se donnant une garantie pour l'avenir, un diplôme. On peut faire les deux dans le désordre. Donc ça, effectivement, c'est la beauté de notre cheminement scolaire qui nous est proposé, où c'est possible pour un jeune donc de mettre son attention, son effort sur le soccer, la qualité du soccer, la qualité de son jeu,
et revenir un petit peu plus tard aux études si jamais il n'y a pas d'aboutissement dans sa carrière professionnelle de soccer comme il le souhaiterait et comme il l'entend. Par contre, on se fera pas de cachette. La réalité présentement ne dépend pas juste de l'athlète. Elle dépend également de la capacité de ses parents. Et ça, il faudra revenir parce que là, il me reste 4 minutes à l'intérieur du podcast d'aujourd'hui. Donc, on va revenir un petit peu plus tard sur ce débat-là, le lien étroit entre ce développement-là. Et tu sais, je vous partage ma réalité à moi et je le sais que je suis pas seul dans cette réalité-là. Mais mon jeune à moi, j'en ai 3 des jeunes à la maison. Je demeure à Rivière-du-Loup, donc mon jeune aspire encore et rêve encore à une carrière professionnelle dans le monde du soccer et c'est correct. Et c'est sûr qu'on va le pousser, on va l'encourager dans cette voie-là. Mais ma réalité à moi, où je suis entrepreneur, fait en sorte que je suis capable de me libérer. Je peux voyager, mon garçon. Donc, mon garçon qui demeure donc à Rivière-du-Loup, joue l'été à Beauport, joue pendant la saison scolaire avec, il est rendu cheminement collégial, donc avec le cégep de Garneau. Donc, c'est facile. Ben, facile. Ça devient plus facile pour moi, en étant entrepreneur, de me déplacer et de voir finalement de jongler avec la réalité de ça, de ces matchs-là, de ces horaires-là, pour faire en sorte que Cédric est en mesure de se développer au soccer. Mais on a aussi la réalité qui fait en sorte qu'on a la capacité de le faire. De par le fait que je suis entrepreneur, de par le fait que j'ai cette liberté-là un peu dans l'établissement de mon horaire personnel, fait en sorte que je peux voir à certains déplacements et fait en sorte également que j'ai les moyens quand même d'envoyer mon jeune à l'étranger. Parce que, tu sais, on se le cachera pas, mon jeune doit être hébergé l'été du côté de Québec. Il y a des frais reliés à tout ça. Il y a les frais d'inscription, il y a les frais de club, il y a les frais de transport, de voyagement et on se le cachera pas, rendu là, à ce niveau-là, ben papa, maman, ils aiment ça. Donc, il y a nos frais également personnels qui viennent en bout de ligne. Les petits frères qu'on amène. Bref, c'est pas nécessairement ouvert à tout le monde, la réalité présentement du soccer comparativement à certains modèles européens. Et dans un prochain podcast, on va revenir là-dessus, les modèles européens. Mais ce soir, moi, ce que je voulais vous dire, et je reviens sur le commentaire de Samir, jamais l'horizon du soccer au Canada n'a été aussi prometteur. Donc, si tu es un jeune, si tu es le parent d'un jeune qui aspire à quelque chose de grand dans le soccer, le projet de reconnaissance des clubs, la CPL qui va s'en venir, la PLSQ, Samir le mentionne pas, mais la PLSQ qui existe présentement, l'organisation de la Coupe du Monde en 2026. On a également le CNHP pour au niveau scolaire, mais secondaire. Donc, il y a le CNHP qui existe, il y a l'équipe Québec, il y a l'équipe Canada. Bref, on a une panoplie de choses qui sont là, qui sont présents et qui existent dans l'univers du soccer québécois, qui fait en sorte que la fenêtre, elle est belle pour vendre le soccer présentement. Oui, il faut l'argent. Oui, il faut le temps. Oui, il y a l'école. Oui, il y a la persévérance scolaire. Mais il y a par-dessus tout, et là, je finis avec le mot, on va dire comme ça, de organisation soccer placement. Ça dépend de son projet personnel, de sa volonté de faire des sacrifices et de sa patience. Donc, les jeunes, ceux qui sont à l'écoute et qui rêvent encore d'un projet pro, votre volonté à faire des sacrifices et votre patience fera foi de tout. Mathieu nous dit bon commentaire de Samir. Merci Mathieu. Merci à tous ceux et celles qui auront participé de près ou de loin à ce podcast. Encore une fois, je termine en vous parlant un peu
rapidement de l'Impact parce que c'est notre fer de lance ici dans le podcast BBN. Donc, on a confirmé ce matin le départ d'Evan Bush en direction des Whitecaps de Vancouver. En échange, l'Impact de Montréal obtient un choix de 3e ronde au Super Draft 2021. Un choix qui devrait pas avoir beaucoup de retombées si on se fie aux expériences antécédentes de l'Impact de Montréal qui a passé son tour plus souvent qu'autrement sur les choix de repêchage. L'Impact de Montréal qui est de retour à Montréal pour avant d'entamer son prochain match, sa prochaine rencontre, faudra reposer les effectifs, faudra pallier à quelques petits bobos, faudra trouver un moyen de remplacer Binks dans la charnière centrale. Donc, tout ça, on va l'analyser avec vous demain soir dans le podcast Bleu, Blanc, Noir pour la suite des choses et pour mettre la table sur ce qui s'en vient, mais c'est sûr que le podcast que vous avez écouté ce soir, on y donne suite un petit peu plus tard cette semaine. Donc, merci d'avoir été là, bien branché au podcast BBN, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitter. Merci de votre participation, de votre écoute et partagez. Merci.